président européen. Et celui qui vous parle est sans doute le doyen d'âge de cette assemblée, donc je vous demande d'être indulgent pour des fautes de mémoire ou des oublis de mémoire qui pourraient survenir. Alors, je dirais bien, comme dit Perdet, im Anfang war. Parce que moi, je suis arrivé dans cette maison en 96, et en 96, j'ai eu l'impression qu'il fallait commencer. Mais ensuite, je me suis renseigné et j'ai bien vu qu'avant, il y avait eu du Saint-Empire, qu'il y avait eu de l'Europe centrale. Donc, j'étais pas im Anfang, il y avait quand même d'autres choses avant. Et tout à l'heure, c'est Jean-François Chauvard qui évoquait ta personne. Et effectivement, je me souviens très bien que je savais parfaitement que tu étais à Paris 1. Et j'ai retrouvé récemment dans un marque-page de livre une lettre ou un petit mot que tu m'avais envoyé en disant « On est toujours dans les annales à faire des comptes rendus les uns après les autres. » Dans les annales, il y avait toujours la rubrique Europe centrale. Alors, il y avait toujours de l'Étienne François et du Michaud. Et tu concluais en disant « Il faudrait quand même bien qu'on se rencontre. » Alors, on a dû se rencontrer, certainement. Donc, j'aurais tendance à dire que... j'aurais tendance à penser qu'il y a eu avant et qu'il y a eu après. Et je vais tout de suite te donner la parole, puisque tu étais avant moi et que tu as fait des choses avant. Parce que quand je suis arrivé, tu étais déjà happé par les sirènes de l'Outre-Rhin. Et ce n'est pas en 96 qu'on s'est rencontrés. Moi, en 96, j'ai eu l'impression de commencer quelque chose. Mais c'est de l'immodestie. Et je voudrais justement rompre avec cette immodestie et te dire ce qu'il y a eu avant. Bon, merci à toi, très gentil, mais je commencerai par te remercier pour le fait que tu as une meilleure mémoire que moi, puisque la lettre que tu as évoquée n'évoque plus rien chez moi. Donc, tu vois, je suis peut-être... C'est parce que je viens de la retrouver. Oui, mais bon, bref. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance extraordinaire d'être élu ici en 1989. J'étais bien plus jeune que maintenant, mais j'étais pas encore un nouveau-né. Vous savez un peu ce qu'était mon parcours par derrière, c'est-à-dire le parcours presque obligatoire, une année à Louis-le-Grand pour pouvoir être reçu à l'école normale, ensuite l'école normale supérieure, la Grègue, et puis après j'ai été assistant puis maître assistant à Nancy, et surtout, ce qui a été le plus déterminant pour moi, c'est qu'en 1980, entre 1979 et 86, j'ai passé plus de 6 ans au Max Planck Institut für Geschichte de Göttingen, qui était le centre de recherche en histoire, le seul véritable centre de recherche national de l'Allemagne de l'Ouest. Et là, j'étais pour faire un peu un lien avec des Français. Le premier que j'ai invité, d'ailleurs, ça ne vous surprendra pas, c'est Daniel Roche. Et ça m'a permis d'ouvrir mon regard et d'apprendre surtout à voir des deux côtés, d'un point de vue français vers l'Allemagne, mais aussi de voir le point de vue allemand sur la France et plus généralement sur les questions historiques. Alors, à Paris 1, j'ai été, comme je vous le disais tout à l'heure, élu en 89, mais je n'ai vraiment enseigné que pendant 2 ans seulement, de 89 à 91, très intensément. J'ai beaucoup appris, parce que j'étais venu avec l'idée qui ne correspondait pas justement à celle de Daniel Roche, que même si on est professeur, il faut pouvoir aussi enseigner en premier cycle. Donc j'ai eu droit à faire le cours à Tolbiac, qui m'a beaucoup impressionné. Le souvenir que j'ai gardé, c'est simplement qu'un jour, j'ai fait un cours le lendemain du 9 novembre 1989. Et alors j'ai dit aux étudiants, écoutez, j'ai appris que le mur de Berlin vient de tomber. Et j'ai aperçu quelque chose qui m'a beaucoup appris. La plupart des étudiants ont relevé leur stylo parce que ça ne faisait pas partie du sujet. Moi, je faisais un cours sur l'Europe pendant l'époque moderne. Donc, ils ont attendu que je termine, puis après, ils ont repris leur note. Bon. Mais à côté, j'ai fait le cours de licence dont tu parlais tout à l'heure. J'ai fait aussi un séminaire plus tard avec un autre ami allemand, si bien que j'étais en gros du premier cycle à la recherche, mais je ne l'ai fait seulement que
pendant 2 ans, très bref. Mais j'ai eu l'énorme chance, pour continuer une phrase que je redirai, je crois, plusieurs fois, que même si ensuite, parce que j'ai passé 1 an au Wissenschaftskolleg, et on m'a demandé ensuite de créer ce qui a été plus tard le Centre Marc Bloch, la relève a été prise par Joren Rook, par Wolfgang Kaiser, et puis en même temps à côté par Karine Rance, par Claire qui est ici à gauche, si bien que même si je n'étais pas là, là, on a continué de faire de l'histoire de l'espace allemand à l'époque moderne. Et ce qui est le plus impressionnant pour moi, c'est que pratiquement dès le début, et on a continué avec toi, on l'a fait de manière bilingue. C'est-à-dire que ce n'était pas uniquement une histoire de l'Allemagne vue de la France, en se contentant de ce regard de la France vers l'Allemagne, mais c'était aussi une histoire de l'Allemagne comparée à celle de la France pour mieux la comprendre, avec un aller-retour permanent. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à ce moment-là et que je n'ai pas oublié et qui a été très important. Et même si j'ai très peu enseigné, j'ai repris après, entre 1996 et 2003, tous les 15 jours pour un cours de licence, mais ce n'était pas grand-chose. Heureusement que Karine était là et faisait l'essentiel. J'ai tout de même dirigé une dizaine de thèses et 3 habilitations qui ont été soutenues à Paris 1, et puis d'autres qui n'ont pas été soutenues à Paris 1 et qui viennent se rajouter. Au total, je crois que j'ai dirigé à peu près une trentaine de thèses dans d'autres pays. Bon, voilà. Alors, ce sur quoi je voudrais revenir et développer, c'est que j'ai été très vite convaincu, grâce d'abord à mon séjour à Göttingen, mais ensuite pour essayer d'être au niveau des étudiants et des étudiantes que j'avais devant moi, parce que j'avais un certain nombre de normaliens et de normaliennes dont je savais qu'ils attendaient quelque chose. Et donc, pour essayer d'être à leur hauteur, j'ai développé ce que je viens de dire tout de suite, à savoir que pour être non seulement un bon historien d'un pays qui n'est pas français, il faut être bilingue, mais surtout qu'il faut connaître la culture de l'autre pays dans toutes ses dimensions. Donc aussi dans la littérature, aussi dans la musique, aussi dans l'architecture et bien sûr dans les différences, à la fois les interactions et les différences. Car en Allemagne, déjà quand j'étais à Göttingen, et bien plus quand j'ai commencé d'enseigner réellement à Berlin, j'ai constaté que la pratique de l'histoire en histoire moderne n'est pas la même. Nos amis allemands vont bien moins souvent dans les archives que ce n'est le cas chez nous. Nos amis allemands, en revanche, font souvent ce qu'ils appellent des séminaires dans lesquels ils demandent aux étudiants de bien plus s'inscrire et de s'activer, hein, pour qu'il y ait un véritable dialogue entre l'enseignant et les... Autre chose que j'ai constaté, c'est que dans l'histoire allemande telle qu'elle est enseignée jusqu'à maintenant, le secteur probablement le moins étudié, parce que c'est lui qui a la perception la moins favorable, c'est ce qui se passe entre 1650 et 1750. Antérieurement, c'est bien, parce que c'est à la suite de la réforme protestante et les conséquences, puis la guerre de 30 ans, on ne peut pas passer à côté. Mais le siècle suivant est considéré comme pas tellement important, alors que, quand moi j'ai fait mes études d'histoire ici, c'était considéré la deuxième moitié du XVIIe siècle et le XVIIIe siècle comme les périodes de loin les plus importantes. Donc là aussi, j'ai constaté qu'il y avait non seulement des différences dans la pédagogie, mais aussi dans les centres auxquels on accordait de l'importance, et puis avec une dernière différence qui est essentielle, à savoir que nos historiens allemands travaillent énormément sur des écrits, mais ne savent pas ce que c'est qu'une carte. Si vous avez vu des grands manuels allemands, il n'y a jamais de carte dedans. Tandis que nous, heureusement, nous avons fait un petit peu de géographie,
Et donc, quand j'ai fait mes cours en Allemagne, j'ai introduit dedans la dimension de l'espace et en quoi ça peut être important. Voilà ce que je dirais. Si bien que de tout cela s'est développé progressivement quelque chose dont je suis persuadé que je peux le recommander aux plus jeunes, à savoir que quand on fait l'étude d'un pays ou d'un espace étranger, il faut faire ce que Michael Werner et Benedict Zimmermann ont appelé une histoire croisée. Donc, on compare ce pays au nôtre, mais on s'intéresse aussi aux interactions qu'il y a entre les deux, et c'est vraiment indispensable, parce que quand j'étais en France et que j'enseignais ici sur l'histoire de l'Allemagne moderne, ce que connaissaient le mieux les étudiants, c'était la France. Et donc je cherchais toujours à leur montrer en quoi ce qui se passait dans l'Allemagne de l'époque moderne était différent de ce qui passait en France. Mais à l'inverse, quand j'ai enseigné en Allemagne, il fallait que je montre en quoi l'Allemagne n'était pas contrairement à ce que certains nombres d'Allemands pensent, n'était pas un monde qui se suffit à soi-même, et on pense la même chose en France. De ce point de vue-là, c'est pas très différent. Et que c'était aussi intéressant de le comparer avec d'autres, et non seulement de comparer, mais aussi de faire les interférences. Et alors, ces comparaisons et ces interférences, elles se font, moi je les fais très souvent, grâce aux différences des centres, comment dire, je ne trouve plus le mot parce qu'il faudrait que le mot allemand, un mot romain, enfin, des Schwerpunkte, je dirais en allemand, de ce qui est important dans une école ou dans une autre. Voilà, les centres de gravité dans une autre. C'est pour ça que moi, quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai fait des études de démographie historique. Personne n'en faisait en allemand, puisque la démographie historique avait été très au maximum pendant le Troisième Reich, pour repérer qui étaient les Russes, qui étaient les Juifs. Bon, donc après, non, c'était interdit. Ou bien j'ai fait aussi beaucoup d'histoire sociale à la manière de ce qu'on appelait l'histoire totale ou l'histoire des mentalités en France. Et ça se pratiquait relativement peu chez les Allemands parce que pour eux, l'histoire politique et puis l'histoire culturelle et l'histoire religieuse, c'était plus important que cela. Un domaine qui m'a beaucoup intéressé, parce que je l'ai appris en France, grâce à Furet, entre autres, c'est l'alphabétisation. Et du coup, je me suis intéressé au développement de l'alphabétisation en Allemagne, et j'ai l'impression que j'étais un des premiers à l'avoir fait. Et quand on travaille sur un pays étranger et qu'on n'est soi-même pas originaire du pays étranger, je pense que c'est plus important de choisir des entrées qui soient différentes de celles que pratiquent les gens du pays. Et je terminerai par un dernier exemple, même si ici, je ne sais plus si Pierre Cernat est encore là. Quand j'étais encore à Nancy, avant d'être élu ici, fait un livre avec des Allemands sur une comparaison entre la France et l'Allemagne à l'époque de la Révolution française, et en se demandant en quoi est-ce que c'est comparable, en quoi est-ce que c'est semblable et en quoi est-ce que c'est différent. Et j'avoue que j'ai appris énormément de choses. Alors voilà la première chose que je voudrais dire là-dessus, sur l'approche générale. Alors là-dessus, pour préciser, comme il s'agit de l'Allemagne à l'époque moderne, l'Allemagne à l'époque moderne n'est pas un État au sens des autres monarchies, mais elle a en même temps une structure politique. C'est das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, donc le Saint-Empire roman de nation allemande. C'est la définition qu'on en donne depuis la fin du XVe siècle. Il y a une dynastie d'empereurs qui se succèdent et qui sont pratiquement toujours des Habsbourg, mais il y a en dessous les 7 électeurs depuis le XVe siècle, et puis il y a aussi toute une série de pays, de villes libres, de pas de semi-États, mais de Herrschaften, je dirais en allemand, qui appartiennent à l'Église catholique. Bref, une complexité énorme, mais dans laquelle tout le monde est dépendant les uns des autres, mais aussi en concurrence, puisque on sait très bien, à partir du règne de Frédéric II, la concurrence entre la Prusse et les Habsbourg devient une concurrence qui va durer un siècle jusqu'à 1866.
Donc il faut tout cela, il faut à peu près le gérer, et pour cela aller en permanence d'une vue d'ensemble à une vue détaillée. De la même manière, quand je disais l'histoire croisée entre la France et l'Allemagne, il faut la pratiquer, me semble-t-il, à l'intérieur de l'espace allemand. À certains moments, on peut le prendre comme une totalité. Au milieu de la guerre de 30 ans ou à la fin de la guerre de 30 ans, il y a manifestement un patriotisme allemand qui se définit comme tel. Mais à d'autres moments, ça ne joue presque plus aucun rôle. Mais ça ne disparaît jamais en même temps. Donc le niveau les niveaux entre gens sont vraiment très, très importants. Et je continue. Ce qui me paraît tout aussi important, c'est non seulement donc de diversifier l'étude de l'espace européen, et bien sûr, et avant tout, de ceux qui y habitent, mais d'augmenter cela d'une échelle. Puisque s'il y a bien un espace national, entre guillemets, qui a le plus de voisins, c'est ce qui correspond à l'espace allemand. Et on sait très bien que politiquement et aussi humainement, il y a beaucoup de régions frontalières en Allemagne dans lesquelles il n'y a pas que des Allemands, et aussi on parle d'autres langues, qu'il s'agisse de la Prusse orientale ou plus encore de la Prusse occidentale, ou bien des parties de la Pologne qui ont été annexées par l'Autriche et par la Prusse, ou bien jusqu'à la guerre de 30 ans de l'Alsace-Lorraine, donc à l'inverse. Donc il y a une très grande diversité qui fait que pour comprendre l'espace allemand comme une totalité, il faut aussi pratiquer le regard croisé, non seulement de la France à l'espace allemand, mais de la Pologne à l'espace allemand, de l'Empire ottoman à l'espace allemand, de la Russie, des États scandinaves, de l'Italie, qui joue un rôle essentiel dans toute l'histoire de l'Empire allemand, etc., etc. Ce qui veut dire que, et ça c'est presque un handicap, on ne peut pas y aller. L'idéal serait que ceux qui font de l'histoire allemande sachent aussi bien se débrouiller dans les autres langues, mais je ne connais personne qui soit autant à l'aise en allemand qu'en hongrois, en ottoman, en russe ou en italien ou en finlandais. Voilà. Donc on est constamment confronté à des obstacles qu'on ne peut pas surmonter, mais au moins si on en a conscience, je crois que ça ira un petit peu mieux. Et je terminerai par la dernière observation que j'ai faite. Cette histoire croisée, dès l'époque moderne, vous l'avez très très bien dit tout à l'heure, elle doit être aussi une histoire croisée à dimension globale, non seulement européenne, mais globale, comme on dit en allemand, ou mondiale, parce qu'on ne peut pas faire comme si l'espace allemand à l'époque moderne était seulement européen. Il avait aussi des dimensions qui débordaient heureusement l'espace européen, certainement moins fortes que dans d'autres pays méditerranéens ou autres, mais qui sont là aussi, et il faut en tenir compte. Et là, de la même manière, vivant à Berlin et ayant des contacts avec des gens de pas mal d'autres, j'avoue que lorsque je vois quelqu'un de Chine qui me parle de l'Allemagne, je comprends un petit peu mieux l'allemand. Je comprends un peu mieux l'Allemagne. Alors évidemment, les personnes qui me parlent depuis la Chine de l'Allemagne, ce sont des gens qui savent l'allemand. Moi, je ne sais pas un mot de chinois. Mais malgré tout, l'aide du regard extérieur peut compter. Et c'est ça aussi que j'intégrerai dans la dimension internationale. Je termine en disant que, mais ça je ne ferai que répéter tout ce que vous avez dit. Je suis convaincu de ma propre expérience et je suis tellement passionné par cela que j'espère que je pourrai convaincre d'autres nettement plus jeunes que moi de le faire, qu'il ne suffit pas de lire des historiens pour comprendre soit son pays, soit un autre, mais qu'il faut lire aussi, au moins autant, des littéraires, parce que la différence justement entre l'histoire comme une discipline
scientifiques en France et en Allemagne, c'est qu'en Allemagne, on ne veut pas que l'histoire soit bien écrite, parce que si elle était bien écrite, elle ne serait plus scientifique. Tandis que nous, chez nous, heureusement, on essaie de bien écrire, pas aussi bien que le font les Britanniques, qui sont meilleurs, mais malgré tout. On a un certain nombre d'exemples dont il faut tenir. C'est pour ça que, je sais pas moi, Marguerite Yourcenar ou bien Julien Gracq, pour ne citer que deux noms, ont eu pour moi au moins autant d'importance que Robert Mandrou, bien sûr Marbloch et Lucien Febvre, mais aussi Mona Ozouf, Michel Perrault et Nicole Lemaître. Merci. J'ajouterai Günter Grass avec la grand-mère Kachoub, avec ses multiples jupons, pour montrer le multilinguisme de cette Allemagne orientale. Je vois, si tu permets, une phrase que j'avais notée encore en bas et que je n'ai pas vue. La grande chance que j'ai eue à Berlin, c'est de pouvoir travailler activement pendant une douzaine d'années avec le musée historique allemand. Et donc, en travaillant avec le musée et en participant à l'élaboration d'expositions, j'ai enfin compris que tout ce qui est des images, comme on dit, c'est bien plus qu'une illustration. Et que les images, les œuvres d'art, etc., ont leur propre langue. Et que quand on fait une exposition, il faut que ce que nous écrivons soit au service de l'image et non pas l'image au service de ce que nous écrivons. Voilà. Je suis tout à fait admiratif de se condenser sur l'histoire allemande, mais c'est vrai que j'ai surtout pratiqué l'histoire de la monarchie des Habsbourg, mais sur l'Allemagne, il y avait un gros retard dans l'historiographie française. Elle est heureusement comblée grâce à mes deux voisines, mais je dirais quand même que j'ai redécouvert récemment que l'abbé de Saint-Pierre était très admiratif de la constitution du Saint-Empire. Il y voyait déjà une sorte de confédération où les différents petits États allemands étaient dépendants les uns des autres, qu'il y avait une sorte de paix instituée par le système même. Et l'abbé de Saint-Pierre, donc, dans son projet de paix perpétuelle, fait l'apologie de... Bon. Puis alors, vous pouvez pour ça relire le livre de Pierre Bonnet, un autre qui est plus jeune que moi, mais on se ressemble beaucoup et on se connaît très très bien, qui est à Francfort et à Paris à l'École des hautes études, et qui a fait son livre sur la Golden... la bulle d'or. La bulle d'or, voilà. Oui, et ce qui est dans cette histoire croisée, ce qui est très intéressant, c'est de voir les décalages chronologiques dont tu parlais, et en particulier, le Zettelzeit. Comment traduire le Zettelzeit en français? C'est époque charnière, mais enfin, ça veut rien dire époque charnière, parce que tout est charnière, on est toujours en train de passer du présent au passé, tandis qu'en allemand, ça a un sens bien précis. Non, ça n'a pas un sens précis, justement. Ça glisse. En allemand, c'est exactement comme quand on ça glisse. l'histoire des mentalités. Oui. C'est un mot qui veut tout dire. Oui. Donc chacun se réclame du mot et dit ce qu'il veut. Oui. Bon. Alors, revenons à... Bon. Donc... Avant. Sont moins scientifiques qu'ils le prétendent. Oui. Donc moi je suis arrivé en 96 et après une élection difficile, conflictuelle, qui a laissé des traces d'inimitié profonde dans certains milieux. Bon, passons là-dessus. Quand je suis arrivé ici, le poste n'était pas coloré en Europe centrale. Je ne sais pas comment il était coloré, c'est pour ça qu'il y avait un poste. Je ne sais même pas quel était ce poste, quel était le poste vacant à Paris 1 en 96. Je n'en sais rien du tout. Est-ce que c'était celui de Daniel Roche? Non. Oh non, Goubert, non. Enfin bon, il y avait un poste. Donc il n'était pas coloré en Europe centrale. Et peut-être
peut-être que qu'on a su, quand j'ai posé ma candidature, peut-être a-t-on su que celui-là, s'il vient ici, il voudra faire de l'Europe centrale. Et effectivement, j'avais commencé, après différents détours qui m'avaient éloigné de mes origines tapieresques au temps de l'ancienne Sorbonne, j'étais revenu à l'Europe centrale, et en particulier, je crois que le premier colloque où j'ai communiqué sur l'Europe centrale, c'est pour le bicentenaire, non, le tricentenaire, le bicentenaire de la mort de Marie-Thérèse. Il y a eu un grand colloque en 1980 et où j'ai communiqué pour la première fois à Vienne. Donc on savait que je ferais de l'Europe centrale. La tradition, si je renoue avec les ancêtres, il faut remonter à mes études d'étudiant quand j'étais normalien et où j'ai suivi les enseignements de Tapier, qui était le maître en Europe centrale, qui m'a introduit dans le baroque. Je dois aussi dire que cette orientation orientale a été complétée par des cours d'histoire russe que j'avais suivis avec Portal, qui n'était pas totalement passionnant, mais enfin, sa thèse sur l'Oural était une très bonne thèse. Et j'ai continué ensuite à faire de l'histoire russe avec Madame Ray. Où on a une année fait une UV qui était à la fois d'histoire moderne et d'histoire contemporaine. Et puis j'ai continué à aller 3 fois de suite enseigner au collège de Moscou et de Pétersbourg, pour lequel j'ai actuellement de très grandes inquiétudes. Donc, quand j'ai été élu ici, on a bien dû penser que je ferais de l'Europe centrale. Je dois d'ailleurs avouer que j'ai été accueilli avec beaucoup d'amitié et que j'ai fait ce que j'ai voulu. J'ai décidé que je ferais de l'histoire de la monarchie des Habsbourg. J'ai fait pendant mes 9 ans en licence de la monarchie des Habsbourg. Évidemment que j'ai eu le baptême bizutage du cours de première année, parce que quand on arrive à Paris 1, on a le cours de première année. C'était extraordinaire. L'amphi N avec 800 étudiants, un balcon où il ne fallait pas mettre les pieds parce que les activités étaient très extraordinaires, extra-universitaires au balcon. Je ne voulais pas trop savoir ce qui s'y passait. Il valait mieux ne pas savoir ce qui s'y passait. Antoine Pro, qui l'avait pratiqué, m'avait prévenu, ne monte pas au balcon. Et je m'étais étonné de voir que les étudiants s'empilaient sur les marches du bas. Et ils m'ont dit, mais monsieur, vous n'êtes jamais monté là-haut. Non, je ne suis jamais monté là-haut. Bon, donc j'ai fait le cours de première année comme tout le monde, comme Alain, et on en garde des souvenirs impérissables parce qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup sur la manière d'imposer à un auditoire de 800 personnes un discours construit, tenu, qui dépasse les 3 minutes d'attention que l'on a devant un téléfilm de la télévision. Si vous observez ce qui se passe à la télévision, dans les émissions d'agrément, vous avez 3 minutes à peu près, pas plus, 3 minutes où il faut tenir son attention. Après, on considère que le public est fatigué, alors vous avez les flots de la mer ou une scène un petit peu érotico-amoureuse, etc., pour reposer l'auditoire. Et ensuite, on reprend 3 minutes d'attention et ça marche comme ça. Je vous assure que ça marche comme ça. Bon, eh bien, apprendre. Moi, j'étais contre le cours magistral, ayant vécu 68. Donc, je me suis aperçu que c'était pas vrai. Qu'il fallait réapprendre à ces jeunes à tenir leur attention pendant au moins 45 ou 50 minutes de façon continue, avec toutes les contraintes que ça exige. À Tolbiac, en particulier, où vous n'avez pas de micro portable parce qu'il est volé, parce que quand vous écrivez, il faut écrire grand comme ça. Enfin, à l'époque, il fallait écrire grand comme ça, sinon au balcon, il ne voit rien. Vous me direz qu'au balcon, il n'avait pas besoin de voir. Mais donc, je ne renie pas du tout ce... Bon, alors la seule chose que j'ai obtenue, parce que ensuite, mes fonctions de directeur m'ont éloigné de beaucoup de choses dont on a parlé ce matin, mais j'ai quand même eu la responsabilité, il y a été fait allusion, les déménagements des locaux. Ça a été une rude entreprise parce qu'il n'y avait pas que les locaux de Paris 1, il y avait aussi la bibliothèque Alphen, les médiévistes, enfin, il y avait tout un... il fallait défendre ces mètres carrés.
Et bon, j'ai perdu un peu le fil. Et puis aussi, donc, il y a eu ces déménagements. Attendez, j'ai perdu le fil de ce que je voulais accrocher. Bon, bref, donc on m'a laissé absolument libre de l'enseignement de l'Europe centrale. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de maître assistant susceptible de faire des travaux pratiques sur ce que j'enseignais, j'ai pris également les travaux pratiques. Indigne de professeur, évidemment, mais peu importe. Et j'ai beaucoup apprécié d'avoir mon bloc de 3 heures. Pourquoi ? Parce qu'au début de l'année, je faisais 3 heures de cours pour assurer la plateforme de connaissances indispensable. Et après, on pouvait, si on voulait, faire que du TD. Donc, cette liberté à l'intérieur des 3 heures, j'ai trouvé ça, je le pratiquais déjà auparavant, j'ai trouvé ça extraordinaire. En plus, je n'avais aucune coordination avec autrui, c'était peut-être un peu de l'égocentrisme. Et puis, dans cette histoire de l'Europe centrale, donc, renouant avec mes études à la Sorbonne d'autrefois, j'ai ajouté une dimension à cette monarchie austro-hongroise. J'ai ajouté justement la dimension hongroise, qui était peu connue à l'époque. Il y avait en contemporaine, il y avait un enseignement d'Europe centrale en contemporaine. Il y avait Bernard Michel, qui était très axé sur la Bohème, sur la Tchécoslovaquie. Il y avait eu autrefois beaucoup de Pologne, avec des rapports difficiles avec Daniel Beauvois. Je crois que ça s'était très mal terminé. Il y avait également en contemporaine des rapports très compliqués entre Céline Gervais et Bernard Michel. C'était parfois plus ou moins explosif. Bon, mais je dois dire que la distance entre les enseignements contemporains et les miens qui allaient jusqu'à la Révolution, la distance était tellement grande qu'on n'a jamais pu véritablement coopérer. Donc je me suis retrouvé dans ma bulle et je me suis trouvé très bien. Donc voilà. Et alors la grande surprise quand je suis arrivé, premier groupe de première année, bon, j'arrivais d'Orléans, le DUG d'Orléans était aussi, enfin le DUG de Paris n'était pas meilleur que celui d'Orléans, mais au niveau de la licence, je me souviens très bien de ma première année de licence. 36 étudiants, 12 normaliens, parce que les Saint-Cloud-Fontenay étaient encore à Saint-Cloud-Fontenay. 12 normaliens, 12 anciens cagneux, 24. Ça se divisait vraiment en 12. Et 12 étudiants privés de ce sacrement. Non privilégiés. Bon. Ça a été un niveau extraordinaire. Hein. 12 normaliens. Bon, je pourrais citer quelques noms. Hein. Il y avait Bertrand Goujon, il y avait qui est à Aix-en-Provence, Chaperon, Emmanuel Chaperon, il y avait Bertrand Goujon, il y avait Lascaux Jarias, il y avait Avzou, il y avait Vincent Coriol qui est à Aix, non, dans l'Ouest, ou Mans, je crois, en Moyen-Âge. Bon, c'était extraordinaire. Tout d'un coup, vraiment, on était complètement boosté par un auditoire pareil. Et puis, ensuite, tous n'ont pas fait de l'Europe centrale, mais je dois avouer qu'aussi, il y avait encore des germanistes à l'époque, dans les étudiants. Je crois qu'il y en a de moins en moins. Il y en a. Et il y avait des germanistes, et je sais que dans les travaux que tous les étudiants devaient rendre, il y avait un compte-rendu d'article ou de chapitre de livre en langue étrangère. J'avais aucun mal à fourguer mes articles en allemand. Alors en anglais, il n'y a pas de problème. Bon, je pouvais aussi donner de l'italien. Bon, comment ? Enfin, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des bons. Donc, c'était quand même un milieu tout à fait extraordinaire. Et alors, dans les héritages d'étudiants laissés à Christine, il y a eu Dopasso,
il y a eu Benjamin Landais, bon, et puis, peut-être, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Non, je crois que c'est deux-là. Benjamin Landais, qui s'est assouvi dans le Banat TV Soir, et Dopasso sur les turqueries viennoises. Maintenant, il est à Harriman, à Columbia. Voilà. Et, bon. Et puis, alors, je dois avouer aussi qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir dans l'université. On avait un pouvoir... Bon, il y avait le pouvoir... il y avait les bourses. Il y avait des sélections pour les bidugs. Ça, c'est un certain pouvoir. Il y a un autre pouvoir, c'était le pouvoir au niveau d'essayer de préparer sa succession. Et je dois avouer que j'ai eu beaucoup de craintes pour Christine, parce que je voulais. Bon, mais mon poste a été supprimé. Quand j'ai pris ma retraite, mon poste a été supprimé comme poste de prof et transformé en poste de maître de conf. Donc, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes, mais bon, tout s'est bien passé. Et une de mes grandes satisfactions, c'est que Christine ait pris le relais et elle a donné aux études de la monarchie des Habsbourg et de l'Europe centrale une dimension que je n'avais pas donnée. Et il faut toujours être dépassé par ses successeurs. J'applaudis, je souscris à la dernière phrase. C'est parfait pour donner la nouvelle au village. C'est pareil pour moi. Avec Claire. Bon, alors d'abord, je dois enlever peut-être le masque. Bon, je vais d'abord remercier Christine de m'avoir invitée. Et ça me donne l'occasion de revoir quantité de collègues que j'aurais reconnus même dans la rue. Hein. C'est assez étonnant. Alors, je suis peut-être pas encore, j'ai pas peut-être encore atteint l'âge où on fait une sorte d'auto-biographie, mais je vais peut-être rappeler deux éléments. Alors, il a été question de la chute du mur de Berlin. Alors, à l'époque, moi, j'étais en prépa à Henri IV. Mon prof d'histoire, c'était un dénommé Michel Silberberg. Et je me souviens très bien que le proviseur est venu, nous a dit, c'était un matin, le mur est tombé et on n'a pas posé notre stylo, mais on s'est levé, on a applaudi à cette époque-là. Voilà. Et, deuxième souvenir, quand j'ai fait une maîtrise donc, sous la direction de Nicole Lemaître et de Bernard Roussel, malheureusement décédé du Covid très récemment, quelqu'un qui était absolument extraordinaire. Sans lui, j'aurais jamais continué. Par hasard, donc, quand j'étais en maîtrise, donc, j'ai fréquenté un cours à Paris 1, sur la guerre de 30 ans, et voilà, donc, donné par Étienne François dans ces fameuses 2 ou 3 années à Paris 1, et donc je suis restée dans la guerre de 30 ans. Et quand j'ai été maître de conférence, alors il n'y avait pas de professeur en histoire de l'Allemagne, mais donc je donnais un TD, en fait, hein, ou un cours, je ne sais plus, enfin une sorte de mélange, TD-cours, sur l'histoire de l'Allemagne. Et Étienne venait gratuitement toutes les 2 semaines hein, pour faire cours avec moi. Et je me souviens très bien que tu m'avais dit une fois, mes enfants m'ont grondé, hein, c'est pas raisonnable, c'est trop fatigant, ça coûte trop cher. Voilà, bon. Et dernier élément, donc, bon, j'ai été maître de conférence. Et on enseigne bien sûr tout à fait autre chose aussi que sa spécialité, ce qui ouvre hein, considérablement l'esprit, et notamment l'enseignement de la préparation à l'agrégation qui fait peur à tout le monde. Je voudrais simplement citer à ce moment-là les contacts excellents que j'ai eus avec Thierry Amalou. C'est sans doute un des moments où la dynamique de groupe a été la meilleure au niveau de l'enseignement. Que cette préparation à l'agrégation. Alors, peut-être 2 points très rapidement. Je voudrais souligner d'une part, je ne sais pas si c'est une spécificité, je pense qu'il faut être aussi prudent hein, dans les bilans qu'on essaye de tirer, qui bien sûr sont plutôt positifs. Mais il me semble qu'il y a un contact intergénérationnel qui est quand même très fort, et dont notre assemblée ici témoigne, hein, puisque Sébastien est pour ainsi dire la 2e ou 3e génération, je ne sais pas. Mais donc les meilleurs spécialistes en France, disons du monde germanique au sens large, Saint-Empire, Europe centrale, ont été formés par Christine. Hein, donc il y a Sébastien Chic et Rachel Renaud.
Et puis, donc, ces spécialités ont donné lieu à des coopérations vraiment à long terme. Enfin, je parlerai par exemple de la paix de Fribourg. Jean-Marie est venu à Fribourg, en paix de 1516. Christine, tu es aussi venue. On a écrit le manuel donc, sur le Saint-Empire ensemble. Et bon, je travaille actuellement avec Jean-Luc Chappet et Bruno Bellost sur le mesmérisme. Et j'ai par ailleurs un ancien étudiant de maîtrise de 2002, avec Étienne François, Olivier Verhagen sur Dresde, voilà, qui commence une thèse sous ma direction. Donc voilà, les générations se suivent et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est très fort. Alors, deuxième point, Christine avait mis dans son invitation en quoi est-ce que ce qu'on a fait a essayé de contribuer à renouveler une historiographie. Alors, je dirais que peut-être que l'historiographie dont on héritait à l'époque était une historiographie qui était d'une part allemande. Par exemple, dans le Saint-Empire, la Bohème n'avait pas de place. Une historiographie qui instaurait quand même des coupures ou des divisions. Alors, il y a par exemple la confessionnalisation vue par en haut, quelque chose quand même d'assez rigide. Et je pense que nous avons contribué à mettre un petit peu de l'huile dans ces rouages, à diversifier les points de vue, les regards. De même, l'historiographie qui scindait très fortement l'avant et l'après 1648, avec deux historiographies complètement différentes. D'une part, l'histoire religieuse, d'autre part, l'histoire juridique, institutionnelle. Là aussi, je pense que nous avons contribué tous à fortement remettre en cause une telle division. De même, la vision d'un Saint-Empire morcelé, fragmenté, bien sûr, cela existe, mais je pense que ce qui nous unit tous ici, c'est l'accent mis sur cet espace comme un espace de communication, comme un espace de savoir d'État, savoir savant, c'est peut-être un pléonasme, mais communication savante, communication politique, et donc la communication, en quoi donc ce polycentrisme tout à fait particulier est aussi un espace de savoir et d'information. Et là, je ne pourrais que répéter ce qu'a dit Étienne François, et qu'il a dit mieux que moi. Être spécialiste d'une aire géographique, ça n'est pas non plus faire de la territorialisation. Effectivement, l'histoire du Saint-Empire, de l'Europe centrale, doit se lire à une échelle plus vaste, intégrée dans des ensembles plus vastes et à géométrie variable, notamment avec un regard européen. Voilà, alors comme Sébastien doit partir à 17h, 17h15, je m'arrête là. Peut-être que tu peux dire 2-3 mots. Oui, merci beaucoup. Je suis très, très impressionné de parler après vous tous. C'est vrai qu'il y a un phénomène intergénérationnel et puis d'héritage intellectuel qui est très impressionnant pour moi. Mais nous, on est reconnaissants que tu sois à la relève. C'est gentil. Moi, je suis évidemment convaincu, je pense qu'on l'est tous, de cette importance, effectivement, de l'espace pour, effectivement, définir nos travaux. Et je pense que ça serait, effectivement, impossible de le nier. Et je n'ai absolument aucun mal à dire, effectivement, que je suis un historien de l'espace germanique, du Saint-Empire. C'est quelque chose qui compte, qui passe par des compétences propres, paléographiques, linguistiques, une compétence historiographique, certaines connaissances peut-être, des habitudes, des traditions historiographiques qui forment, qui imprègnent et qui fondent aussi, effectivement, des héritages qui sont des héritages intellectuels. Et en même temps, effectivement, je suis très convaincu de ce que tu viens de dire sur le fait que, je pense, il y a un danger, effectivement, à la territorialisation de nos savoirs, qui est peut-être notre fait à nous, et aussi la place dans laquelle on peut nous assigner parfois. C'est-à-dire que nous avons tous plein de casquettes, notamment celle de l'historien de l'espace germanique du Saint-Empire, mais cette casquette s'ajoute à plein d'autres casquettes qui sont celles de l'historien ou historienne du fait religieux, de l'information politique, des migrations, des mobilités, de plein de choses comme ça. Je pense qu'un des dangers, c'est que le fait d'être pris dans une ère culturelle spécifique, c'est que cette casquette-là recouvre toutes les autres et prenne énormément de place face à toutes les autres. Et ça, je pense que malgré tout, ça reste un danger, qui est effectivement d'être vu, d'être perçu uniquement comme un historien de l'Allemagne ou du Saint-Empire, ce qui est évidemment le cas,
et ce qui, encore une fois, crée des effets historiographiques, scientifiques, que je ne veux absolument pas nier, mais qui est aussi, à mon avis, un danger. C'est-à-dire qu'en Allemagne, je suis beaucoup moins perçu comme un historien de l'Allemagne qu'en France. Parce qu'en Allemagne, on me perçoit comme historien des correspondances, du fait diplomatique, des négociations, de plein de choses comme ça, mais pas comme un historien de l'Allemagne. Donc c'est aussi le regard de l'extérieur sur nous, qui nous assigne à une place qui peut être parfois aussi sclérosante ou encombrante d'une certaine manière. Et ça, je pense que c'est une sorte de contradiction qu'il est difficile de résoudre, qui est à la fois l'enracinement dans un espace qui a des conséquences épistémologiques, historiographiques qu'il ne faut pas nier, et qui en même temps peut devenir encombrant dans la manière de tisser des ponts avec des spécialistes d'autres périodes. Voilà, donc à la fois cette ère culturelle, cette spécificité historiographique, géographique, linguistique, c'est quelque chose que j'assume pleinement, et en même temps dont je pense qu'elle peut devenir encombrante et qu'il faut essayer de contourner par des collaborations, précisément, qui ne se pensent pas à partir des espaces culturels et géographiques. Bien, merci. Alors, je vais peut-être me donner la parole parce que je crois cette série d'aires culturelles, justement, je n'avais pas mis ère culturelle, j'avais mis histoire extérieure, nous encourage à réfléchir quand même, d'abord, à mon avis, à deux choses, qui est la composition et la recomposition des agendas, qui est le fait d'expériences d'individus qui n'ont pas une vie exclusivement à Paris 1. Alors moi, je pourrais dire là beaucoup de choses là-dessus, puisque j'ai connu Étienne François, j'ai connu Claude Michaud, j'ai connu Claire Gantet dans tout autre contexte qui n'était absolument pas connecté avec Paris 1. Donc il y a effectivement la construction des agendas et des parcours qui n'empruntent pas nécessairement la voie institutionnelle, et c'est un peu le sens de ma remarque que je faisais ce matin à l'histoire de la Révolution française. A-t-elle besoin d'un centre pour exister? Et puis d'autre part, il y a, je parle en toute liberté puisque Pierre Sardin n'est plus là, et d'autre part, alors il y a donc, c'est effectivement la question du rayonnement finalement, et des parcours individuels de chacun d'entre nous qui travaillons effectivement ensemble, mais qui avons aussi une autre vie dans d'autres... Voilà. Et ça, je crois que c'est tout à fait important, parce que moi, je ne serais pas devenue historienne. Alors, je ne suis ni de l'Allemagne, ni de l'Europe centrale, puisque je suis de Vienne, ce qui est sur les deux à la fois et aucun des deux, si je n'avais pas donc rencontré des individualités dans d'autres lieux, avec beaucoup d'effets de hasard. Et par ailleurs, alors il y a bien sûr en même temps le travail des petites spécialités vues de France, parce que l'histoire de l'Allemagne, effectivement, vue d'Allemagne, ça n'a pas de sens. Et l'histoire de l'Europe centrale, vue de Vienne, ça n'a pas plus de sens, pas plus que l'histoire d'Allemagne d'ailleurs. Enfin, peut-être un peu l'histoire de l'Allemagne vue de Vienne, mais pas l'histoire de l'Europe centrale. Et effectivement, c'est aussi ce réflexe de construction d'une ère culturelle qui crée des pôles dans lesquels Paris 1 finit par entrer. Et là, je crois qu'effectivement, il faut saluer ton travail, parce que c'est vrai que la mission historique française, le Centre Marc-Bloch, mais aussi le Sierra de Michael Werner, c'est que l'histoire de l'Allemagne est en fait faiblement, je dirais, institutionnalisée à Paris 1, mais encore moins ailleurs, parce que nous sommes en fait le seul lieu où elle est enseignée continuellement depuis 1989. Mais en même temps, effectivement, cette histoire à Paris 1, elle existe parce qu'il y a ces lieux extérieurs, inter-institutions, inter-établissements. Et effectivement, donc du coup, Paris 1 devient un peu, comme le décrivait d'ailleurs Wolfgang Kaiser pour l'histoire de la Méditerranée, un des pôles, une des têtes de pont, mais pas ni la cervelle, ni le... Enfin, c'est effectivement une approche en réseau qui est absolument essentielle pour nous tous, parce que nous travaillons aussi dans cet univers institutionnel et bien financé. Je pourrais en dire un petit peu plus là-dessus. Alors, c'est en ce sens où moi, je me désignais d'emblée comme marginale séquente, parce que germaniste, je ne voulais pas travailler sur l'Allemagne, donc je ne pouvais pas travailler avec toi. Tu me l'as dit, c'était Jean Béranger. Il y avait le partage du monde, et oui. Donc, la monarchie des Habsbourg, c'était Jean Béranger, c'était Paris 4. L'Allemagne, c'était plus ou moins Paris 1, mais tu étais encore à Nancy à ce moment-là. Moi,
moi, je ne connaissais pas l'existence de Paris 1 quasiment. C'était Paris 4. Je sortais des classes prépa, etc. Et là, il y avait l'Allemagne, il y avait Chonu, il y avait Barietti, il y avait effectivement une filière allemande qui n'existait pas ici et qui s'est en fait repliée. Mais il y avait la collection archives, il y avait l'histoire, il y avait les revues, il y avait le congrès des 18e, et c'est comme ça que nous nous sommes connus. Et effectivement, donc là, on peut à ce moment-là aussi recomposer la spécialité, parce que l'histoire de l'Allemagne, ça ne veut rien dire, mais à ce moment-là, recomposer une autre histoire de l'espace germanique ou de l'Europe centrale à travers l'histoire sociale des idées, qui était l'un de tes fers de lance des années 80, qui me permettait, moi, d'entrer en contact avec Daniel Roche, puis avec Jean-Claude Perrault, puis, en étant à Strasbourg, d'entrer dans la filière Mounier-Tapier, donc d'être toujours compagnon de route ou marginal séquent, c'est-à-dire Mounier-Tapier à Strasbourg, Delumeau à Strasbourg, parce qu'il y avait Jean-Claude Vaquet, et donc la Toscane, et à nouveau donc les savoirs d'État. Donc effectivement, une histoire croisée, très personnelle, qui a fini par m'amener à Paris 1. Voilà. Donc moi, effectivement, je suis à la fois nourrie de Paris 1, mais toujours à l'extérieur, florée, ce qui est... effectivement. Et avec, pour le coup, une expérience particulière à Strasbourg, qui pour moi, en revanche, a été formatrice, et c'est ce que j'ai apporté en fait à Paris 1, la réflexion sur l'espace, le volume de Strasbourg, l'espace du Saint-Empire, qui effectivement a d'emblée formé le socle sur lequel j'ai, à Paris 1, formé les premiers doctorants. Donc toi, Rachel Renaud, David Dopasso. Donc effectivement, à un moment donné, on devient maître de son agenda après avoir, je ne sais pas si c'est pas du butinage, je crois que c'est des zigzags particuliers. Donc effectivement, c'est une autre approche sans doute que ceux qui ont, je dirais, grandi dans le sérail, mais c'est aussi la preuve ou évidemment l'illustration du rayonnement de Paris 1. C'est une approche en termes de rayonnement. Alors après, je voudrais encore dire autre chose là-dessus. En fait, je suis arrivée à Paris 1 parce que j'avais fréquenté plein d'histoires de Paris 1 qui n'étaient pas germaniques, en fait, qui étaient effectivement, c'est le problème de l'ère culturelle et de l'objet. Mais après, je me souviens de cette commission de spécialistes, donc je ne veux pas savoir ce qui s'y est vraiment passé, mais je me souviens d'une question, c'est comment comptez-vous avoir des étudiants ? Alors, en dehors du fait qu'on m'avait posé toutes sortes de questions qui étaient une Allemagne abstraite que moi je ne connaissais pas, si j'avais l'intention de travailler sur la Prusse, si j'avais l'intention de travailler sur les ex-jésuites, si j'avais l'intention de travailler, je ne comprenais pas. Au bout d'un moment, j'ai dit « Ah non, moi je ne suis pas spécialiste de l'Allemagne protestante ». Clairement, j'ai créé un stress. Mais voilà, comment fait-on venir les étudiants ? Et moi j'avais répondu « Ils surgissent ». Et de fait, ils ont surgi. Et je me suis aperçue, et c'est un peu aussi finalement les limites de cette opposition que j'ai fait d'emblée entre un parcours un peu libre et puis des structures, des institutions. C'est vrai que l'université franco-allemande, moi, m'a donné beaucoup de moyens pour structurer mon enseignement, structurer mon renouvellement. Donc le master franco-allemand, le doctorat franco-allemand que je viens d'obtenir. Mais je crois que ces structures, pour le moment, n'ont pas fourni finalement les mêmes résultats, n'ont pas eu les mêmes effets que finalement le surgissement libre d'étudiants qui viennent tout d'un coup vous dire « Moi, madame, j'aimerais travailler sur ça. J'ai écouté votre cours de L3. » Et finalement, donc peut-être, je ne sais pas si Wolfgang s'est exprimé là-dessus, les limites en fait de tout le financement, de ces projets financés, des structures, des masters internationaux, qui ne remplacent jamais effectivement le lien maître-élève ou le parcours ou la découverte ou tout simplement la curiosité et la liberté aussi de choisir l'histoire que l'on veut faire. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais ajouter après vos communications. Donc je ne sais pas si je ne me désignerai pas non plus comme histoire de l'Allemagne et de l'Europe centrale, mais plutôt comme une historienne des savoirs d'État, effectivement. En Allemagne, depuis Vienne, ce qui effectivement ne fait pas la même histoire que quand on l'a fait depuis Paris. Alors les organisateurs et en particulier Christine m'ont demandé avec un titre que j'ai trouvé intéressant, 10 ans d'histoire anglaise à Paris 1. Je trouve que c'est pas mal comme titre. Et où on retrouve Claude Michaud. Voilà, je vais quand même vous
vous révéler 2 anecdotes. La première anecdote, c'est quand j'ai préparé l'agrégation à Paris 1, le sujet d'histoire moderne, c'était les îles britanniques de 1603 à 1714. Et contrairement à ce que disait Nicole, aucun professeur, aucun maître de conférence n'a accepté de faire cours ou les quelques TD. Et on nous a demandé de choisir, pour les 4 périodes, le TD auquel nous allions être préparés. Et Claude Michaud, je ne sais pas d'où il venait d'ailleurs, mais... Voilà, Claude Michaud a préparé les gens au concours pour la question moderne. Voilà, première chose. Et depuis, j'avais pas vraiment de compétences pour l'histoire anglaise, mais j'avais une espèce d'appétence pour l'histoire anglaise. J'étais toujours intéressé par la suite, alors que je faisais évidemment toute autre chose. Et quand je suis arrivé à Paris 1, on m'a laissé tranquille la première année, et Claude Michaud un jour m'a dit, mais est-ce que tu sais qu'il y a de l'histoire anglaise à Paris 4 ? Je dis oui, c'est Poussou qui fait l'histoire anglaise à Paris 4. Et il me dit, mais ça te dirait de faire de l'histoire anglaise ? Je dis, pourquoi pas ? Oui, je veux bien. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, j'ai fait un cours d'histoire anglaise. Et vous allez voir que ça va, un certain nombre d'éléments vont rejoindre ce qu'a dit Étienne François il y a un instant, et même Claude aussi. Donc, pendant 10 ans, j'ai fait de l'histoire anglaise. Sur des sujets qui tournaient quand même parce que ça participait du thème général de licence qui était histoire sociale de l'Europe occidentale, voilà, moderne. Donc il fallait toujours que j'ai évidemment la société derrière mes titres. Et donc il y a eu société et religion, société et culture, les villes anglaises, politique et culture, enfin bon, etc. Mais la première année, j'avais un peu de crainte. Et j'avais deux objectifs. Le premier, c'est celui qu'Étienne a développé tout à l'heure. Je me suis dit, mais il faudrait quand même que je fasse aussi de l'histoire française avec l'histoire anglaise pour faire une sorte de comparaison. Mais le deuxième objectif, qui était moins avouable, c'était de me dire, si je fais uniquement l'histoire anglaise, je vais avoir personne, quoi. Voilà. Donc il va falloir que j'attire un peu le client en disant, je fais aussi de l'histoire française. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au moins la première année, enfin bon, les 2 premières années, j'ai fait société et religion en France et en Angleterre. Et donc, ça m'a permis de faire des thématiques comparatives, puis ensuite que j'ai abandonnées. J'ai peut-être eu tort, mais je les ai complètement abandonnées pour la suite. Et ce thème d'histoire anglaise était un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que... il y a aussi les questions de la frontière. Donc, j'ai fait aussi de l'histoire de l'Écosse, qui n'a rien à voir avec l'histoire anglaise, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec rien l'histoire anglaise, hein, on dit à l'époque moderne. Et puis, l'histoire de l'Irlande, et puis, bien sûr, les colonies. C'est-à-dire que ça posait la question historiographique importante, contre laquelle, d'ailleurs, à propos de laquelle j'avais travaillé, où j'avais écrit un article sur le leurre, à mon avis, de l'Atlantic History. Donc ça, pour moi, c'est un leurre historiographique que les Américains nous ont vendu. Mais en définitive, quand on réfléchit un petit peu à la question, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. D'ailleurs, on a complètement abandonné la notion aujourd'hui. Et la question qui se posait, c'était aussi la chronologie, parce que la chronologie, et c'est peut-être pour ça aussi, je me souviens même plus que j'ai abandonné la comparaison entre la France et l'Angleterre, parce que les chronologies ne coïncident pas. Autrement dit, on sait très bien que l'histoire moderne, l'histoire moderne en Angleterre se divise en deux parties, et il y a une partie qui s'arrête en gros vers 1700, et puis après c'est autre chose. Bon, et effectivement, ça se justifie à travers l'histoire anglaise et l'historiographie anglaise, c'est tout à fait évident. Et du coup, voilà, pour certains sujets, c'était tellement compliqué que je disais aux étudiants et aux étudiantes, je ne fais que le XVIIe siècle. C'est vrai en plus qu'au XVIIIe, on en avait parlé avec Claude à plusieurs reprises, au XVIIIe siècle, l'histoire politique anglaise, c'est en casse-pied, quoi. Je veux dire, c'est difficile. Et donc, du coup, pour faciliter un petit peu les choses, c'est ce que je faisais. Alors, je n'aurais garde d'oublier
que si j'ai pu continuer, c'est parce que j'ai eu le soutien, mais inconditionnel là aussi, et très efficace, d'Isabelle Briand, qui a accepté dès... Il faut dire qu'Isabelle refusait relativement peu de choses quand tu lui demandais. Et à moi. Oui, c'est pour ça que je me tourne vers toi. D'ailleurs, je vous dirai un jour, je vous raconterai un jour une anecdote et à ce sujet. Et donc, Isabelle m'a vraiment beaucoup aidé. On a vraiment travaillé main dans la main. Et j'ai fait un petit peu comme Claude, c'est-à-dire que je prenais aussi. On avait 2 TD et je prenais aussi un TD. Autrement dit, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'était quelque chose de tout à fait important pour poser les bases déjà. Et puis, Vincent Denis a participé aussi, et Solange Ramex, qui j'en parlerai dans un instant. Donc, grâce à eux, véritablement, on a pu travailler aussi en équipe, et ça a été important. Alors, une fois que je suis parti à la retraite, d'ailleurs, Isabelle a repris le flambeau, une fois avec Anne Wegener, mais elles ont fait une histoire comparée entre Provinces-Unies et Angleterre, et une autre fois, pendant 2 autres années, avec Katia Béguin, pour l'histoire politique et l'histoire de l'État entre la France et l'Angleterre. Et puis après, voilà, chacun a repris ses choses, et bon, je crois qu'il n'y a plus d'histoire anglaise à Paris. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, et ce qui me faisait craindre beaucoup de choses, c'est que les étudiants étaient extrêmement déboussolés au départ. Ils connaissaient rien à l'histoire anglaise, et à la fin de l'année, je posais toujours la même question. Enfin, je posais un certain nombre de questions, ils répondaient par écrit de façon anonyme en disant « Mais pourquoi vous avez choisi cette unité de valeur en licence ?» Et la moitié disait parce que j'avais pas le choix et puis l'horaire était intéressant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pour des raisons très terre à terre, mais en même temps, on comprend qu'il y a une méconnaissance de l'histoire anglaise qui, à mon sens, au XVIIe siècle, ne se compare avec rien de ce qui se passe en Europe continentale. Alors, c'est vraiment un ensemble insulaire sur lequel il faudra réfléchir, où il faudrait réfléchir, où on a réfléchi, mais effectivement, rien n'est comme ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, la Grande Rébellion, c'est quand même un élément extrêmement important. Après, ce qu'on a appelé la Glorieuse Révolution, enfin, ce qui est une révolution de palais, mais en fait, aussi à poser les bases d'une histoire politique contemporaine. C'est un pays qui est très axé sur les sciences, au XVIIe siècle, je veux dire extraordinaire, mais par exemple, qui du point de vue de la peinture est véritablement à la traîne au XVIIe, je ne dis pas au XVIIIe, mais au XVIIe. Donc, je pourrais démultiplier les exemples comme ça pour montrer la particularité, la spécificité de l'histoire anglaise. Et donc là, ça déboussolait beaucoup les étudiants. Il fallait absolument, au départ, mais pendant un certain nombre de séances, y compris en TD, fixer vraiment les bases de l'histoire économique, de la société, enfin des choses. Moi, je ne savais rien, mais rien de rien. Mais le deuxième élément important, c'est que on a affaire à une historiographie qui est extrêmement mouvante. L'historiographie anglaise est extrêmement mouvante et elle est en débat permanent, avec parfois d'ailleurs des positionnements qui sont souvent volontairement contradictoires. On crée une posture parce que on vise un poste ou je sais pas quoi. Ça, c'est aussi très important. Et donc, par exemple, étudier la Révolution anglaise, c'en était fini je dirais, de l'opposition entre Christopher Hill, marxiste, et Trevor Roper, plutôt libéral et conservateur. On avait dépassé complètement ces choses-là. Et pour le moindre type d'événement, vous aviez 3 ou 4 types de formes d'interprétation. Donc ça, c'est déboussolait beaucoup les étudiants. Parce qu'ils disaient, que penser, quoi, où est la vérité? La vérité, elle n'est pas. Donc, il faut faire autre chose. C'était formidable. Voilà. Alors, troisième chose, c'est que, évidemment, la bibliographie était essentiellement en anglais. Donc là, ça leur demandait un effort considérable. Ils demandaient toujours s'il y avait une traduction. En général, on répondait non. Et d'ailleurs, en France, on est très, très en retard pour traduire les ouvrages ou anglais ou américains. Et puis, évidemment, parmi les travaux, il fallait
non seulement lire en anglais, mais aussi rendre des résumés d'articles ou des résumés de livres. Et là, j'ai dû me battre de manière, enfin, pas seulement moi, mais aussi Isabelle, mais aussi Vincent Denis, pour que les étudiants rendent quand même ces devoirs. C'était incroyable en disant oh, j'ai pas trouvé, l'article était arraché, donc il fallait par exemple les articles, il fallait les photocopier pour être sûr qu'ils puissent les lire. Alors ce qui m'a quand même intéressé, c'est surpris, c'est qu'il y a eu un intérêt assez rapide qui s'est installé chez les étudiants pour cette espèce de dépaysement historique que représentait l'histoire anglaise. Alors, la recherche là, dans tout ça, elle a existé quand même. Il y avait des problèmes importants. Le premier problème, c'était, comme quand on travaille sur une aire étrangère, il faut se déplacer. Sauf que en Grande-Bretagne, on n'avait pas un système. Bien sûr, il y a la Maison française d'Oxford, mais il n'y avait pas un système institutionnel capable de recevoir des étudiants de manière, je dirais, systématique et régulière. Et le système Erasmus, auquel beaucoup de mes étudiants ont bénéficié, présentait en Angleterre, dans les universités anglaises avec lesquelles on était associés, présentait un cursus extrêmement étonnant, en tous les cas, qui ne permettait pas souvent aux étudiants de continuer leur travail de recherche dans les archives ou dans les bibliothèques. J'ai un étudiant qui avait fait un remarquable travail de Master 2 sur Hume, lecteur de la Révolution anglaise. Il a dû faire, pendant tout son séjour, la moitié de ses cours en histoire grecque. Voilà. Donc, c'était quand même un peu gênant. Il n'y avait pas d'adaptation. Voilà. Et malgré tout, j'ai eu... alors, je ne parle pas des maîtrises. Il y a eu quand même 9 DEA qui ont été soutenus à Paris 1. 3 thèses, dont une, malheureusement, qui a été interrompue sur... la restauration et la naissance du restaurant à Londres au XVIIIe siècle, mais les 2 autres ont été soutenus et publiés. Je veux les citer. Donc la thèse Solange-Ramex sur la guerre juste à la fin du XVIIe siècle et qui fait une étude comparative extrêmement fine, extrêmement intéressante entre la France et l'Angleterre. Donc ça, c'était un élément très important. Et puis la thèse de Mathieu Mazet sur le home tour et la découverte des Highlands comme région touristique entre 1750 et 1830. Voilà. Elles sont publiées toutes les deux et ça s'est arrêté là. Autrement dit, peut-être un jour ou l'autre, la section d'histoire moderne pourrait réfléchir à la création d'un poste, pas forcément de professeur, parce qu'on a beaucoup de mal à en trouver, mais c'est vrai qu'en France, contrairement par exemple à l'histoire médiévale ou à l'histoire contemporaine, où il y a un certain nombre de spécialistes, en histoire moderne, il y a très peu d'enseignants, il y a quelques-uns, mais il y a très très peu d'enseignants en histoire moderne, et pour les îles britanniques. Et ça, c'est une véritable question quand même. Et moins il y a d'enseignants en histoire moderne, moins il y a d'étudiants, et moins il y a d'étudiants, moins, etc. On connaît le système. Et c'est quand même assez problématique pour notre université. Alors je suis donc extrêmement content. Ça m'a beaucoup plu en plus. Ça m'a vraiment extrêmement intéressé. Je suis très content, grâce à Claude, indirectement d'ailleurs, mais d'avoir fait ces 10 ans d'histoire anglaise à Paris 1. Voilà, merci. Sur ces problèmes linguistiques, contrairement à effectivement l'histoire germanique, où il y avait beaucoup d'étudiants déjà germanophones, on a eu beaucoup de mal, nous, à rassembler, nous, je veux dire, ceux qui travaillaient sur la France ou autre chose, à rassembler des étudiants acceptant de travailler en anglais. Ouais. Quand j'ai fait venir, Joe Bergin, il n'a pas fait beaucoup de cours, mais quand j'ai fait venir Mark Greengrass, qui était capable d'enseigner complètement dans les 2 langues et de l'histoire de France en anglais, j'ai eu les pires difficultés avec mon année de licence cette année-là. Les étudiants ne voulaient pas accrocher, ne voulaient pas
entendre de l'histoire de France en anglais, ce qui est quand même étonnant. Justement, la journée était terminée. J'ai pas l'intention de faire des conclusions. Mais vas-y. non, je n'ai pas l'intention de faire des conclusions. Mais dans la mesure où c'est enregistré, en quelque sorte, je voudrais souligner à cette heure-ci ce qui me semble être des trous dans la raquette de cette présentation d'aujourd'hui, pour que, en quelque sorte, quelqu'un qui auditionnera ce document dans quelques années, n'oblitère pas. Alors, je crois qu'il y a tout d'abord un certain nombre de collègues qui ont été actifs à Paris 1, mais qui, en raison de l'absence de Dominique Mariraz, n'ont pas été évoqués. Et je pense notamment à cette partie de l'histoire moderne qui a été incarnée. On a évoqué un peu Jean Villard, mais Jean Villard, comme d'ailleurs Marc Bloch en son temps, Pierre Villard, pardon, Pierre Villard était sur la chaire d'histoire économique, comme l'avait été Bloch, qui n'était pas médiéviste à la Sorbonne, mais qui était d'histoire économique. Et puis ensuite, il y a eu évidemment il y a eu Jean-Claude Perrault, il y a eu Voronoff, Dominique Margueras. Donc là, il y a tout un pan, en quelque sorte, de l'histoire moderne, qui n'est ni la Révolution française, ni les sciences et techniques, ni la partie, entre guillemets, qu'on a souvent considérée comme généraliste, c'est-à-dire l'Institut d'histoire moderne, qui a été oblitéré. Il y a aussi, je pense, non, mais ce n'est pas. Mais je tiens, puisque c'était prévu. Voilà, c'était prévu, ça n'a pas eu lieu. Je crois qu'il y a aussi, il y a dans la section moderne, des choses qui sont apparues et qui sont un peu un unicum. C'est la présence d'Evelyne Olliel, et donc d'une dimension d'histoire juive en histoire moderne, qui, je crois, est quand même quelque chose d'intéressant et qui est une particularité qu'on a peut-être un peu trop oubliée. Ensuite, il me semble que il y a aussi, alors des gens moi que je n'ai pas connus, mais qui ont peut-être contribué au rayonnement de Paris 1 institutionnel, des gens comme Farangis, etc., qui étaient chez nous, dans notre contingent de poste, mais qui ont eu des influences politiques importantes, je crois, ailleurs. Enfin, il y a eu un certain nombre de gens comme ça qu'on n'a jamais vus. Mais bon. Il y a en revanche des gens qui ont été très actifs dans la section de moderne, et je pense que Alain a évoqué, mais c'est vrai que du point de vue des finances de la France, les travaux de Katia Béguin sur les Condés, je crois, voilà, on n'a pas tellement évoqué cet aspect histoire de France. Il y a eu quand même des choses importantes qui ont été là. Et c'est vrai que si Daniel Roche avait été là, je pense que d'autres figures auraient été évoquées, d'autres travaux, le côté histoire matérielle quand même, qui s'est fait en histoire moderne et pas exclusivement parce que à Paris 4, etc. Donc ça, et puis il y a peut-être, et puis il y a des gens qu'on n'a pas évoqués, mais par exemple François Inquer, moi quand c'était quelqu'un d'important et qui justement faisait l'articulation économie Révolution française. C'était important. Bon, il a disparu tôt. Et puis, il y a quelqu'un qu'on n'a pas évoqué, toujours dans cette histoire de l'État, et qui a été quand même un maître de conférence charismatique et qui a un rayonnement, c'est Joël Cornette. Joël Cornette, bon, c'est peut-être à ça qu'a été fait allusion, mais il a été quand même, comme Katia Béguin, etc., une figure importante dans les années 80 de cette université, maître de conférence. C'est lui qui faisait beaucoup, avec Michel Fontenay, la méthodologie, cette méthodologie d'histoire moderne qui faisait à la fois la paléographie et où sont passés des gens comme, je vais les citer, Minard, Coquery, Morieux, etc. Donc il y a aussi tous ceux qui sont passés par Paris 1 et qui ensuite sont allés ailleurs. Et qui ont Morisseau, par exemple, voilà, il y a quand même toute cette tradition. Donc je crois que Nicolas a fait un gros travail ce matin de présentation en quelque sorte de la section de moderne du CRHM. Mais voilà, peut-être que l'impression d'ensemble de la journée, au terme, c'est pour ça que je tiens simplement à faire ce rappel final, est qu'il y a eu là des collègues qui ont pesé beaucoup. Parfois d'ailleurs aussi à la faveur du fait que Daniel Roche, par exemple, pendant un temps a été à Florence. Et donc, il renvoyait souvent... moi, j'ai travaillé avec Perrault parce que Roche m'avait dit je ne serai pas là l'année prochaine. Donc, voilà, ça fait des choses comme ça. Voilà, c'était quelques points complémentaires que je voulais évoquer pour essayer de combler la fresque. Je ne
ne sais pas si ça pourrait être un mot de la fin, mais j'aurais pu le dire après l'intervention allemande. Je ne suis pas retournée dans la salle Marc Bloch Nouvelle Formule, mais je souhaiterais que la plaque dédiée à Marc Bloch, voilà, soit enfin au goût du jour, qui est vraiment au goût du jour, parce qu'on a beaucoup entendu parler de dénazification, que donc Marc Bloch n'a peut-être pas été assassiné par les Allemands. Et qu'en tout cas, moi, ma première expérience d'un cours sur l'Allemagne dans cette maison a été de faire cours sur le Saint-Empire et la monarchie d'Habsbourg face à cette plaque. Oui, mais donc j'enregistre. Je te rappellerai l'argument que j'ai souvent entendu. Donne cette contribution à l'enregistrement. Voilà. Non, mais des raisons qui ont souvent été évoquées quand cette affaire a été évoquée, et depuis longtemps, puisque Marc Venard même en avait parlé, alors que Marc Venard, ça fait longtemps, en disant Marc Bloch a été exécuté par l'armée allemande, il n'a pas été exécuté ni par la Gestapo, ni par... voilà, il a été fusillé pour fait de résistance par l'armée régulière allemande, c'est tout. Voilà. Mais si tu permets, pour aller dans le même sens, si finalement, avec d'autres, on a accepté de donner le nom de Marc Bloch au centre de recherche et de formation à la recherche franco-allemand qu'on a créé et qui maintenant est totalement franco-allemand par son financement et son statut. Quand je l'ai créé, c'était son objectif, mais il était d'abord financé avant tout par la France. Si on a choisi ce nom-là, c'est parce que on savait très bien que Marc Bloch avait passé plusieurs semestres dans les universités allemandes avant la guerre de 14, qu'il lui-même était d'origine alsacienne et donc qu'il avait une culture franco-germanique, je dirais, qu'en plus il était juif, mais avec une compréhension de la judaïté qui n'était pas très religieuse, lui. Et enfin qu'effectivement il s'est engagé dans la résistance, mais que s'il a été fusillé, c'est en tant que résistant. Exactement. Et non pas en tant que juif. Voilà. Bon, je crois que on peut conclure et remercier en fait tous les participants de la journée, les anciens, les moins anciens, les plus jeunes, voilà. Et vraiment, je pense, alors on verra comment on organise la publication, parce qu'il y a énormément de matière dans cette journée. Des trous dans la raquette qu'effectivement on comblera par l'interview, par la circulation des textes. Et donc c'est un processus qui continue, mais les acteurs, les coéditeurs du volume pourraient, de ce point de vue-là, peut-être aussi guider nos travaux pour que l'histoire moderne ne soit pas une monade non plus dans l'histoire, dans l'école d'histoire. Et voilà, peut-être aussi espérer que la mission Jubilé va poursuivre ses efforts et qu'on pourra avoir un dialogue aussi avec les autres sous-sections. Voilà. Bien, oui. Juste un mot à propos de cette contribution de la section d'histoire moderne à ce livre sur l'école d'histoire de la Sorbonne. D'abord pour remercier très vivement Christine Lebeau et l'ensemble de ses collègues pour vraiment la grande réussite de cette journée. Il me semble que nous avons réuni un matériau assez formidable. Le second point, je serai extrêmement bref. Dans la réunion qui a eu lieu autour du directeur de l'UFR, qui est en droit le maître d'œuvre de l'ouvrage, c'est-à-dire Bernard Legras, nous avons convenu, et je pense que c'est une dynamique évidente, que c'était sur la base des sections et des centres de recherche que se construisait le livre, même s'il y avait bien sûr une relecture et des parties qui seraient communes. Je pense à l'administration, je pense à d'autres problèmes qui concernent l'ensemble de la structure. Mais je crois que le point qui est important, c'est de se demander, et je crois que ça a été au cœur de toutes les interventions que j'ai entendues aujourd'hui, en quoi on ne fait de l'histoire moderne à Paris 1 d'une manière particulière qui est celle de cet établissement. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs partout, c'est pas du tout ce qui a été le ton de cette journée, mais cela veut dire qu'il y a une petite musique ou un grand orchestre particulier à Paris 1, avec des noms particuliers, des traditions intellectuelles, des champs de recherche, et que nous devons les affirmer et les faire connaître parce que personne ne le fera à notre place.
et que c'est bien sur la base d'une construction collective dans le cadre de chacune des 4 sections que ce livre peut être, du moins nous l'espérons, une réussite. Merci. Merci. Oui. Tu veux peut-être... La mission Jubilé. Non, je voudrais insister sur le fait que, plusieurs personnes l'ont dit d'ailleurs dans leurs exposés, il y a encore beaucoup à chercher dans les archives et surtout à solliciter des témoignages. Enfin, certains l'ont déjà fait, mais il y a beaucoup de gens à interroger parce que c'est vrai qu'on a toujours des trous. Les archives sont inégalement conservées selon les époques. Il y a le passage à l'informatique qui fait que des données qui étaient facilement accessibles ne le sont plus autant après une certaine date. Et puis il y a des décalages aussi parce que les changements institutionnels font qu'on ne peut plus totalement comparer les diplômes, les statistiques, l'organisation. Alors est-ce qu'on va raconter tout ça? Je ne sais pas. En tout cas, idéalement, ça devrait être aussi dans le livre, mais je sais que c'est des obstacles. Alors évidemment, la solution, c'est de tomber un peu dans l'égo-histoire, qui est un genre qui a sa noblesse, qui a son intérêt, mais qui est aussi très dangereux à manier parce que on tombe vite dans le narcissisme ou dans une certaine vision égotiste qui n'est pas forcément celle de l'esprit de Parien, puisqu'il me semble qu'une des originalités de Parien, c'est que c'est quand même les historiens, et en particulier Hélène Arweiler, qui a été à l'origine de la fondation de ce projet universitaire. Donc l'histoire n'est pas n'importe quelle discipline à Parien, que d'autre part, c'est une discipline qui avait un très très gros héritage. On vient de citer évidemment Marc Bloch. Enfin, on a cité beaucoup de noms illustres qui effectivement n'étaient pas totalement là au début ou qui n'ont été là que peu de temps, comme Pierre Villard, mais qui ont marqué des générations d'élèves qui ensuite étaient leurs assistants, leurs maîtres assistants, leurs doctorants, et que donc leur esprit était quand même là, même si ces éminents professeurs n'étaient plus là physiquement. Donc je crois qu'il faut aussi rappeler cela, qu'une université, c'est une continuité de génération. Enfin, on l'a vu il y a quelques instants avec la présence à la table de plusieurs générations. Et c'est ça un peu la difficulté du livre, c'est d'à la fois faire des arrêts sur image, de montrer des grandes tendances, mais aussi de montrer une dynamique et une adaptation permanente à un contexte qui est tout le temps en train de changer. Nous savons bien, puisque Parien, évidemment, était au cœur de différents mouvements sociaux, politiques, étudiants, qui étaient souvent motivés par des refus ou des rejets de certaines réformes, et que nous n'avons pas toujours réussi à canaliser dans le bon sens. Enfin, on a eu quelques remarques comparatives sur l'acceptation de telle ou telle chose par les étudiants, parce que, évidemment, les critères de recrutement ont changé en cours de route. Donc il me semble que c'est ça un peu l'enjeu de ce livre, mais c'est évidemment très compliqué. Et personnellement, je suis un peu stupide, donc je me suis consacré à l'histoire universitaire une partie de ma vie, qui est sans doute le genre à la fois le plus ingrat, le plus mal rétribué et le plus méconnu de tous les genres historiographiques, surtout en France, j'insiste. Je pense que Étienne François, qui connaît bien la situation allemande, sait qu'au contraire, faire l'histoire de son université en Allemagne, c'est un honneur et un plaisir. Et j'aimerais que nous convainquions nos collègues que faire l'histoire de Parien, c'est un honneur et un plaisir. Ce sera le texte que nous allons écrire collectivement et qui nous permettra de remettre sur le papier les réflexions d'aujourd'hui. Voilà. Donc merci à tous et je compte sur vous.